Yo tout le monde, c'est bientôt Noël. Enfin, le temps c'est relatif. À Britain's Got Talent, en 2020, ils ont fait un petit truc sympa. Ils ont fait venir 3 magiciens pour faire 3 tours dans une ambiance festive, la magie de la télé, tout ça, tout ça. Ben Hart, Richard Jones et Mark Spellman, alias Magicien X. L'idée c'est que Hart représente la magie du passé, Jones la magie du présent et Magicien X la magie du futur. Regardons ça de plus près. D'abord, Ben Hart. J'avais déjà fait une vidéo sur lui, il avait transformé un bout de papier en œuf avec un éventail et téléporté une spectatrice. Toujours dans un style un peu victorien, il va nous faire de la magie de Noël. Qu'est-ce que la magie de Noël? Un gâteau. Qu'est-ce qui est mieux qu'un gâteau? Ne répondez pas, rien n'est mieux qu'un gâteau. Bien, Ben montre d'abord son chapeau pour montrer qu'il n'est pas truqué. Spoiler, il l'est. Ensuite, il montre une pièce signée par les présentateurs Ant et Dec. Il la fait disparaître aussitôt. Ça, c'était l'intro. Ben va maintenant cuisiner un gâteau. D'abord, il fait sortir un œuf de sa bouche. Puis, il régurgite du lait. Ça donne faim. Il mélange le tout et le verse dans son chapeau. Jusque-là, c'est une recette classique. La bougie s'allume toute seule. On va pouvoir cuire le gâteau dans le chapeau avec la bougie. Et ne faites pas ça chez vous. Et évidemment, puisque c'est un tour de magie, on a un vrai gâteau à la fin. Mais attendez, dans le gâteau, boum, la pièce signée. Il semblerait que Ben Hart aime les œufs. Analysons cette recette, voulez-vous? Au début, Ben nous montre l'intérieur de son chapeau, qui a l'air parfaitement normal. Mais vous savez qui est notre pire ennemi? La perspective. Ce chapeau a un double fond, et le gâteau final est dedans. La pièce pas encore. Ce que je trouve bizarre, c'est que cette pièce est suspendue à un fil à l'intérieur de sa veste pendant toute l'intro, et on la voit à plusieurs reprises. Il aurait pu simplement la mettre dans une poche, mais il a choisi autre chose. Je n'ai pas de certitude sur sa méthode pour faire disparaître la pièce, mais il semble qu'elle utilise des fils invisibles. Un fil doit partir de sa manche, et il le fixe à la pièce pour qu'elle soit ensuite aspirée dans sa manche. Il fixerait ce fil au moment de récupérer la pièce. Regardez, on voit qu'il met d'abord sa main au-dessus de la pièce, puis la détache. La pièce est donc détachée de son manteau, mais attachée au fil de sa manche. Pour être sûr que le fil soit du bon côté de son poignet lors de la disparition, il l'enroule autour de sa main, à ce moment-là. Comme ça, quand il tourne sa main, la pièce et le fil sont du bon côté, et la pièce est aspirée dans l'intérieur de sa manche par un système d'élastique ou autre. Bien, pour l'instant, on va juste retenir que la pièce est quelque part dans sa veste. Passons à la recette. D'abord, il sort un verre de farine, bon, RAS. Pour l'œuf, on a l'impression qu'il le sort de sa bouche, mais en fait, ce n'est pas le cas. Dans sa bouche, Ben Hart a un accessoire qui ressemble en gros à un morceau de coquille d'œuf. Je sais pas en quelle matière c'est fait, peut-être en plastique. En gros, c'est comme une demi-sphère vide, et elle est calée quelque part dans sa joue. Il la déplace avec sa langue pour la mettre à l'avant de sa bouche. Quand il ouvre sa bouche, l'accessoire, on le voit presque en entier en fait. C'est comme un genre de capsule et ça donne l'impression qu'il a un œuf complet dans la bouche. Et le vrai œuf, il le prend à ce moment-là, avec sa main droite, et il est caché dans le revers de sa veste. Il garde l'œuf caché dans sa main et l'amène directement au niveau de sa bouche pour ensuite le faire apparaître devant sa bouche. Et pendant que l'œuf apparaît devant sa bouche, il replace l'accessoire, la coquille d'œuf, à l'intérieur, dans le creux de sa joue, là où il était au début. Et cet accessoire, du coup, il va le garder en fait tout le long du tour. Il le déplace avec sa langue au moment de l'apparition, mais sinon il reste tout le temps dans sa joue droite. Et si vous faites gaffe, vous verrez que on peut voir une sorte de relief suspect au niveau de sa joue droite, et on peut voir que cet accessoire placé dans sa bouche affecte sa façon de parler et d'ouvrir la bouche. Bref, on a l'œuf. Concernant le lait, on a l'impression qu'il sort de sa bouche et qu'il remplit le verre. Mais ça, c'est parce qu'on le voit de loin. En fait, on peut se rendre compte que la main qui tient le verre est étrangement statique. Pendant tout le temps où il tient le verre, il ne bouge pas du tout sa main. Elle reste tout le temps dans la même position, même quand il verse le lait dans le grand verre. C'est parce que ce verre a un petit réservoir, style poire à lavement, qui est fixé en fait sur le pied du verre. Et il le presse avec sa main pour faire sortir le lait et le faire rentrer dans le verre par un tube. Il garde ce réservoir caché dans sa main tout le long, du moment où le verre sort du sac jusqu'au moment où il y retourne. Ensuite, il prend son chapeau, et avant de verser le mélange dedans, on peut voir qu'il fait un geste avec sa main droite. En fait, il ouvre le double fond du chapeau. Alors, c'est difficile de savoir comment c'est foutu là-dedans, mais le double fond doit au moins contenir le gâteau fini dans le moule,
et un système pour accueillir le mélange du verre sans en foutre partout. Et oui, parce qu'après le chapeau il le remet sur sa tête. Dans tous les cas, le moule vide qu'il prend et qu'il met dans le chapeau n'est pas le même que le moule avec le gâteau final dedans. J'imagine deux possibilités. La première, c'est que le moule vide qui est placé sert à fermer la partie dans laquelle est versé le mélange. En gros, il y aurait une partie vide dans laquelle Ben verse le contenu du verre, et ensuite il place le moule vide dessus, ce qui le referme, comme ça il n'y a plus aucun risque de fuite au moment de remettre le chapeau sur sa tête. Le problème de cette première possibilité, c'est de savoir où se trouve le gâteau au final, parce que s'il y a tout un réservoir qui se ferme juste pour mettre le mélange, il n'y a plus trop de place pour le gâteau en fait. Deuxième possibilité, le gâteau est placé dans le chapeau à l'envers, c'est-à-dire que le moule serait par-dessus. Il verse le mélange sur le moule du gâteau et vient placer le deuxième moule, celui qui est vide, par-dessus. Ce qui fait que le mélange qui a été versé se retrouve entre les deux moules en fait, qui sont emboîtés. Donc il y en a un peu qui a coulé autour vite fait, mais rien de très grave. Et comme les deux moules sont emboîtés, après quand il sort le gâteau final, ils ont l'apparence d'un seul moule. Un des indices de cette deuxième hypothèse, c'est que le bord du moule avec le gâteau semble plus épais que le bord du moule vide. Et du coup ce serait normal, parce que si on emboîte deux moules l'un dans l'autre, les bords se superposent et ça fait un bord plus épais. Ensuite, pour la bougie qui s'allume toute seule, c'est juste une bougie qui s'allume toute seule. C'est un accessoire comme ça, tout fait avec un mécanisme d'allumage à distance. Pour la fumée, pareil, il suffit d'un petit réservoir dans l'épaisseur du chapeau, un déclenchement à distance et le tour est joué. Maintenant la question à 1 million de $, comment la pièce a-t-elle atterri dans le gâteau ? Bon, il y a toujours la possibilité qu'il y ait deux pièces. Je veux dire, la pièce a été signée avant le tour, on ne la voit pas être signée en direct, donc on ne sait pas combien de temps Ben Hart a eu pour se préparer. Il a peut-être eu suffisamment de temps pour copier la signature sur une autre pièce et la mettre dans le gâteau avant le début du tour. Mais bon, ça se passe rarement comme ça. Non, je pense plutôt qu'il insère la pièce dans le gâteau pendant le tour, mais j'ai vraiment aucune idée de quand ça se passe. Ce qui est sûr, c'est que le gâteau est suspect. Il y a ces espèces de taches blanches sur les côtés, dont deux sont diamétralement opposées. Et autre indice, on voit qu'un fil invisible est toujours attaché à la pièce quand il la sort du gâteau, parce que justement il y a un morceau de gâteau qui est attaché dessus. Et on le voit l'enlever comme ça. Soit ce morceau de fil invisible provient de la disparition du début, dans la manche, soit il provient d'un autre système de fil invisible qui permettrait de mettre la pièce dans le gâteau. Genre le gâteau serait traversé par un fil, il accroche la pièce, et en tirant le fil, ça insère la pièce dans le gâteau. La seule opportunité que je vois pour faire une manipulation de ce genre, c'est quand il fait son geste bizarre avec la main droite avant de verser le mélange dans le chapeau. S'il insère la pièce dans le gâteau, c'est très probablement à ce moment-là, donc soit avec un système de fil, soit simplement en la poussant dans le gâteau avec ses doigts. Ceci étant dit, il y a une autre hypothèse qui va vous paraître un peu folle, puis ensuite un peu moins folle dès que je vous aurai montré d'où je la sors. Il est possible que sous les marches sur lesquelles est assis Ben Hart pendant tout le tour, se trouve un mécanisme, un assistant ou les deux. Et alors la pièce, après la disparition dans la manche, atterrirait quelque part en bas du manteau, serait récupérée par une petite trappe par l'assistant, qui la placerait ensuite dans le gâteau et mettrait le gâteau dans le chapeau par en dessous, via une trappe. Ah, Ghost Troy, je t'ai cinglé! Oui, mais est-ce que c'est à cause de cette hypothèse ou est-ce que c'est parce que je parle tout seul? Cette hypothèse n'est pas farfelue, et voilà pourquoi. Regardez le chapeau, et ne regardez rien d'autre. Est-ce que vous avez vu ça? Le chapeau a bougé tout seul. Et c'est pas juste parce que Ben s'est cogné dedans, hein. Là il bouge quand même pas mal et plusieurs fois. Je ne vois rien qui explique les mouvements de ce chapeau si ce n'est une action qui se passe par en dessous. Voilà, c'est tout pour ce tour. Le style de Ben Hart est vraiment cool et son tour raconte vraiment une histoire. Bon, le mieux pour en profiter, c'est toujours d'aller voir la vidéo complète. Je vous ai mis le lien dans la description. Passons à Richard Jones, un tour assez classique avec des cartes dont vous avez sûrement vu certains effets ailleurs. Le principe est simple, des cartes normales vont se transformer en cartes spéciales. D'abord, on en a 3, dont on ne voit que les faces. Firstly, to keep us from it. Pour les 3 suivantes, on voit à la fois les faces et les dos, ce qui rend la transformation plus impressionnante. Navy and Air Force. Puis on en a une qui se transforme en plein air. Of our key workers. Ensuite, on a 16 cartes qui apparaissent et forment le Union Jack, le drapeau britannique. Et enfin, un coup de casquette pour transformer tout le reste du jeu. Non mais là il voit plus rien avec sa visière.
Oui, bref, alors un tour plutôt sympa, qui vaut finalement plus pour son message que pour ses effets. Mais on va quand même le passer en revue. Ce qu'il faut noter surtout, c'est que quand Richard met les cartes en éventail pour montrer qu'elles sont toutes différentes, il ne montre en réalité qu'une partie du jeu. Par exemple, quand il montre les dos des cartes, il n'étale que le dessus du jeu, et quand il montre les faces, il ne met en éventail que les cartes du bas du jeu. Donc tout ce qu'on peut savoir avec ça, c'est que le tiers du haut a des dos normaux, et le tiers du bas a des faces normales. Mais toutes les autres faces peuvent être n'importe quel motif. D'ailleurs, à ce moment-là, on voit déjà les bords de certaines cartes qui correspondent au motif du drapeau. Concernant les trois premières cartes, comme je l'ai dit, on ne voit que les faces de celles-ci. Donc l'astuce est simple, les motifs spéciaux sont imprimés sur les dos. Une fois que les cartes sont rassemblées, tout ce que Richard a à faire, c'est faire une rotation à 180 degrés pour montrer l'autre côté. Cette rotation est faite dans un mouvement rapide, fluide et élégant pour donner l'impression d'une transformation. Pour les trois cartes suivantes, c'est pas la même chose, car elles montrent à la fois les faces et les dos. Là, je suis pas sûr à 100%, mais le plus probable, c'est qu'il ait 5 cartes, dont 3 sont alignées parfaitement, avec des tout petits aimants placés dans les épaisseurs. On en a déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc c'est des aimants très très fins de forme ronde qui se mettent dans les épaisseurs des cartes pour pouvoir les aligner et faire toutes sortes de cartes truquées, notamment ce qu'on appelle des flaps. Et justement, donc on a 3 cartes collées ensemble et manipulées comme si c'était une seule, et celle qui est devant, dont on voit la face, a un flap. Donc pour rappel, un flap c'est un système de volet qui permet de changer l'apparence d'une carte en un éclair grâce à un système de fil élastique et d'aimants, le plus souvent. Ça fait comme une sorte de volet qui s'active avec un élastique et qui change, qui tourne comme une page en fait, et qui donne du coup une autre apparence à la carte. Je vous ai remis dans la description le lien de la vidéo de démonstration du Modern Flap. On a donc un tas de 3 cartes regroupées ensemble, dont la première est une carte avec un flap, et qui a pour l'instant l'apparence de l'as de cœur. Et ce tas de 3 cartes est placé entre le roi et la dame. Richard va prendre la carte du fond, la dame, et la placer sur le dessus. Et c'est dans ce mouvement qu'il va déclencher le flap de l'as de cœur, comme en témoignent les mouvements de ses doigts. Ce flap fait changer la carte de l'as de cœur au symbole de l'armée britannique. Il dissocie ensuite les 3 cartes aimantées. Et les 2 qui étaient cachées depuis le début sont tout simplement celles avec le symbole de la Navy et celles avec le symbole de l'Air Force. Quant à la dame et au roi de cœur, eh bien ils sont alignés avec la carte de l'Air Force, toujours avec un système d'aimants, ce qui fait qu'à n'importe quel moment de cette partie du tour, on a toujours l'impression qu'il y a 3 cartes et non 5 qui sont manipulées. Ensuite, Richard va faire une manipulation qui ne sert qu'à nous embrouiller. Il va couper le jeu, retourner la carte du fond et replacer la coupe sur le dessus. Autrement dit, cette coupe ne change pas du tout l'ordre des cartes puisqu'il remet les 2 moitiés dans le même ordre qu'avant. Seulement, comme le jeu est coupé au moment de retourner la carte du dessous, on peut avoir l'impression, vite fait, que cette carte provient du milieu du jeu. Voilà, ça donne une légère impression de mélange et de hasard. Voilà, alors qu'au final, il prend juste la carte du fond. Cette carte a un flap, et ce flap s'active en... Et ce flap s'active en plein air. C'est ça qui est pratique avec les flaps, avec des élastiques, c'est qu'ils peuvent être déclenchés en plein air. Ça fait une transformation très impressionnante, puisqu'on voit la carte qui a une certaine apparence au départ, et quand elle retombe, elle a une apparence différente. On passe de la face normale de la carte à la face où c'est écrit Key Workers. Et si on regarde la vidéo au ralenti, on peut voir un petit peu l'activation du flap. Il nous refait ensuite le coup de la coupe. Le coup de la coupe. Enfin bref, il coupe le jeu en 2, mais il remet les tas dans le même ordre, ce qui ne change absolument pas l'ordre des cartes. Là, il distribue les cartes qui forment le drapeau. Ce sont juste des cartes avec des dos normaux et des faces drapeau. Je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas une sorte de gimmick pour distribuer les cartes d'une façon aussi nette et précise. Un truc qui ferait sortir les cartes un peu comme une imprimante fait sortir des feuilles. Mais bon, c'est peut-être juste une technique de dextérité qui s'entraîne et se pratique pendant des heures et des heures. Les cartes restantes du paquet sont des cartes avec des faces normales, mais au lieu des dos, on a les lettres et les cœurs du message final. Et en fait, quand il passe son chapeau devant, il a juste à retourner à 180 degrés le paquet de cartes. Donc pour résumer le tour, voici le détail du jeu complet utilisé de haut en bas. D'abord on a le roi de cœur. Ensuite on a la carte Air Force, la carte Navy et la carte Army. Ces 3-là sont collés ensemble grâce à des aimants et la carte Army a un flap as de cœur. Juste après on a la dame de cœur. Ensuite 16 cartes avec des dos normaux et des faces drapeau. Ensuite 13 cartes avec des faces normales mais qui ont le message final sur les dos. Puis la carte Key Workers qui est une carte flap. Et enfin 3 cartes qui ont des faces normales mais qui ont sur les dos les photos de pompiers, policiers et médecins.
Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, en réalité ce tour est plus un hommage. On passe à Magicien X. Mark Spellman arrive avec tous les éléments de préparation du tour. Il demande à Ashley de mettre un objet personnel dans la boîte à cadeaux. David signe l'étiquette de cette boîte. Alicia doit juste conserver un bout de papier, et Amanda va taper un numéro de téléphone au hasard. Le numéro de téléphone est appelé, et le nom de la personne correspond à celui qui est écrit sur le bout de papier conservé par Alicia. L'inconnu au téléphone va rester là, en visio, pendant tout le tour. Ce n'est pas un enregistrement, car Mark lui fait répéter un mot choisi au hasard en direct par Amanda. Mark va ensuite sur scène avec le cadeau, et il enfile le costume de Magicien X. Il fait ensuite disparaître ce cadeau. Après quelques phrases de pseudo-explication, l'inconnu au téléphone révèle qu'il a en sa possession le cadeau. Et c'est pas tout. Après que Magicien X ait révélé qu'il a soi-disant influencé Amanda pour le choix du numéro de téléphone, l'inconnu enlève son masque et révèle qu'il est Mark Spellman. Mais qui est sur scène? Boum! C'est Ant, l'un des présentateurs. Et Mark revient ensuite sur scène comme si de rien n'était. Bon, la signature et le bracelet sont des éléments du jury, impossible à falsifier. Par contre, le papier avec le nom du mec, Christian Nardi, est préparé à l'avance, parce qu'évidemment, cet homme est un complice. Amanda tape le numéro de téléphone au hasard, mais comme on a déjà eu l'occasion d'en parler brièvement, il est possible d'utiliser une application qui appelle le numéro du complice, quel que soit le numéro tapé par la spectatrice. C'est le genre d'application qui est faite sur mesure à la demande du magicien pour avoir des effets précis. De toute façon, un tour pareil ne peut se réaliser qu'avec un complice. Je veux dire, il est très difficile, même avec beaucoup de bonne volonté, de croire que ce mec est un inconnu appelé au hasard. Je veux dire, le mec il parle pas, il fait tout ce qu'on lui demande, il accepte l'appel en visio sans se poser aucune question, et il a une connexion suffisamment bonne pour avoir une bonne qualité d'image lors de l'appel. Tout ça est impossible à obtenir en conditions réelles. Allô? Mais pourquoi vous me demandez mon nom? Vous êtes qui d'abord? Attendez, vous faites quoi là? C'est quoi les bruits dans le fond? Vous faites un tour de magie? C'est pas vrai? C'est la radio? De quoi? En visio? Attendez, je sais pas comment on fait, Bref, on sait que l'appel est vraiment en direct parce que le gars répète un mot choisi au hasard en direct par Amanda. Beautiful. Pendant que le complice glande, Mark va aller sur scène et mettre le masque de Magicien X. Il a avec lui le paquet cadeau avec le bracelet d'Ashley et la signature de David. Il va ensuite se mettre sur le côté et un cadreur va venir filmer en gros plan la disparition du cadeau. C'est pendant cet effet-là que Mark Spellman va changer de place avec Ant. C'est le seul moment où il n'est pas au milieu de la scène exposé. Cet effet est quand même réalisé dans des conditions très curieuses. Il se met vraiment à l'écart sur le côté de la scène. Il y a un cadreur qui se met pile poil devant, ce qui fait que il le cache en fait, tout simplement. Je vous parle même pas de tous les sapins de Noël qu'il y a sur le côté de la scène. Et en plus, l'attention est focalisée bien évidemment sur l'écran géant qui montre la disparition du cadeau. Donc tout est fait pour qu'on ne prête plus attention à Magicien X sur le côté de la scène et qu'il puisse changer de place tranquillement avec Ant. Et non seulement il y a cet échange entre les deux, mais en plus je pense que la disparition à l'écran n'est pas en direct. Je pense que c'est une vidéo qui est simplement diffusée et que le cadreur fait semblant de filmer ce qui se passe. Et oui, parce que si l'échange doit avoir lieu entre les deux, Mark Spellman a clairement pas le temps de faire une disparition. En fait, je pense que devant le cadreur, il n'y a rien qui se passe. Mais comme il est devant et qu'il cache toute l'action, on ne voit pas qu'il ne se passe rien. Cette disparition du cadeau avec les mains qui passent au-dessus et tout ça a été filmé en avance et c'est juste une diffusion vidéo. Après tout, l'étiquette est sur le côté, on voit pas ce qu'il y a écrit dessus, le cadeau est fermé, donc il n'avait pas besoin des éléments spécifiques du jury pour faire cet effet-là. Pendant que la vidéo est diffusée, Mark emporte le cadeau avec lui quand il quitte la scène, évidemment. Et il va l'apporter au complice qui est au téléphone. Après un petit speech, le complice va ouvrir le cadeau qui lui a été donné par Mark et il va pouvoir montrer, toujours en direct, le bracelet d'Ashley et la signature de David. Et là, vous allez me dire, mais à quel moment Mark Spellman prend-il la place du complice? Eh bien en fait, à aucun moment. Je m'explique. Si vous regardez la vidéo du tour, vous verrez qu'entre le moment où on voit Mark Spellman au téléphone et celui où il revient sur scène, il s'écoule même pas 30 secondes. Et quand il revient, il est dans une tenue complètement différente. Autrement dit, la partie où on le voit se révéler au téléphone est une vidéo préenregistrée. Un plan comme ça qu'il a filmé où il était habillé en Christian Nardi et où on le voit retirer le masque de complice. Seulement pour passer de la vidéo en direct avec le complice qui révèle le contenu du cadeau,
À cette vidéo préenregistrée, il faut qu'il y ait un cut. Ça ne prend qu'un instant bien sûr, mais Amanda peut le voir sur son téléphone, et même les gens qui y a autour d'elle. Pour éviter ça, Mark Spellman a créé une diversion. Il va dire à tout le monde de regarder l'écran géant sur scène, et il va expliquer qu'il a soi-disant influencé l'esprit d'Amanda en diffusant de façon subliminale des chiffres pour qu'elle compose le numéro de téléphone. Toute cette histoire, c'est évidemment du bullshit, puisque les chiffres qui apparaissent à l'écran ne sont pas du tout les mêmes que ceux composés par Amanda, mais ça permet d'avoir tout le monde qui regarde l'écran, et pendant ce temps-là, sur le téléphone, on passe du direct à la vidéo préenregistrée. Une fois l'histoire des chiffres terminée, le magicien X va dire de regarder le téléphone, et c'est à ce moment-là qu'on va voir la vidéo où Mark Spellman enlève le masque et dit « Regardez, c'était moi depuis le début ». Une fois que les spectateurs ont vu cette vidéo, tout le monde se demande évidemment qui est sur scène, et c'est à ce moment-là que Ant enlève le masque de Magicien X, et que Mark Spellman revient sur scène dans une tenue légèrement différente. Et voilà pour ce triple tour de Noël. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous allez passer un super réveillon dans 4 mois. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aller voir toutes les autres qui existent déjà, il commence à y en avoir un petit paquet là. Il y a aussi tout un tas d'autres vidéos sur la chaîne si vous ne la connaissez pas encore, la plupart du temps c'est de l'humour, il y a aussi un peu de musique, il y a également quelques courts-métrages, enfin voilà, tout un tas de choses. Si la chaîne vous plaît, vous pouvez bien évidemment vous abonner et activer les notifications pour ne pas louper les vidéos suivantes. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, et aussi me soutenir pour ceux qui le souhaitent sur Tipeee et Utip. Et comme à chaque comment ont-ils fait, je vais faire une petite animation pour remercier les tipeurs. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire à plus pour la prochaine vidéo. On dirait vraiment qu'il y a comme une sorte de mini distributeur de cartes qui fait qu'elles s'alignent parfaitement. Enfin,